je vais me représenter vite fait. Donc, je m'appelle Romain Gauthier, je suis lead développeur chez Sensolabs et formateur. Et vous pouvez me retrouver un peu partout sur Internet, derrière le pseudo MyKiwi, sauf sur Twitter, où ce sera my_kiwi. Donc, le nom du talk, c'était « Outils pour améliorer la vie des développeurs Symfony ». Donc, c'est un peu vague. On ne peut pas vraiment savoir un peu de quoi je vais parler, sans avoir lu la description. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait un peu plus de 5 ans que je suis chez Sensolabs. Donc j'ai vu passer pas mal de bons projets comme de un peu moins bons. Et donc je vais vous faire un récapitulatif de tout ce que j'ai trouvé qui était bien fait dans les projets, et du coup tout ce qu'on fait chez nous à Sensolabs. Donc la première chose, on va parler en fait de pratiques et d'outils indispensables à mettre autour d'un projet Symfony. Et ensuite, on va parler de plusieurs outils, donc le Makefile, Docker, et ensuite parler d'intégration continue et de déploiement continu. Donc la première chose, je pense que tout le monde connaît, ça va être de mettre en place du versionning, donc utiliser Git, idéalement, ou SVN si vous ne voulez pas. Une fois qu'on a géré, en fait, qu'on utilise un système de versionning, ça va nous permettre en fait, de facilement gérer l'évolution de notre projet, comme par exemple, juste changer de branche et récupérer le travail de notre voisin. Par contre, en fait, quand on fait ça, il faut bien faire attention en fait, de est-ce qu'on doit faire un composer install ou pas juste après. Ça, si on ne le fait pas, si on ne fait pas attention ou qu'on oublie, on risque d'avoir des erreurs en fait, dans notre application, en local. Pour éviter ce problème-là, en fait, ce qu'on peut faire, c'est juste utiliser des git hooks qui vont nous simplifier, en fait, qui vont nous afficher des informations en plus. Donc là, je vous ai mis deux liens. Le premier, c'est un simple git hook de Grégoire Pinault. Et le deuxième, c'est un projet un peu plus complet qui est fait par Grégoire Paris, qui nous permet en fait de mettre en place des git hooks sur votre config. Donc la config Git. Ce qui fait qu'après, on peut avoir juste quelque chose comme ceci. Là, on va changer de branche et ça va nous dire « Ah, ton composer.log, il a changé depuis la dernière branche. Donc pense à faire un composer install. » Ce qui fait que là, on est sûr de ne pas avoir d'erreur dans notre application. Et donc là, on peut voir que ça a bien téléchargé ce qu'il fallait. Donc ça, c'était vraiment la base. Maintenant, la première chose qui, selon moi, en fait, est vraiment indispensable dans un projet, ça va être de mettre en place des fixtures. Il faut vraiment en fait, éviter d'utiliser un dump de la base de données de prod pour installer votre projet sur votre machine. Le but des fixtures, ça va être d'écrire des données qui vont être utilisées pour le dev et aussi potentiellement pour les tests fonctionnels. Donc des fixtures, ça ressemble à ça. Ici, on a un fichier YAML avec tout en haut un namespace, un namespace d'une entité, donc ici auteur. J'ai précisé une référence, là, MyKiwi, et dedans, je vais mettre les données que je vais insérer dans chaque propriété de notre entité. Et donc, je fais la même chose pour une deuxième entité. Là, il y a une petite particularité, c'est qu'on peut voir que ici, je fais article 1 à 10. Et en fait, là, ça va me générer 10 entités directement. Et donc, on peut mettre des choses un peu dynamiques, comme préciser un paragraphe, ou mettre la date actuelle, enfin une date random, cette année. Pour utiliser ça, en fait, je vous recommande d'utiliser le Outlook Alice Bundle, qui va en fait vous permettre de générer et d'importer des fixtures. Et il va utiliser directement en fait, une librairie qui s'appelle Faker, qui va nous permettre en fait, de générer du contenu dynamique. Si vous ne voulez pas utiliser ça, vous pouvez directement utiliser un bundle de doctrine, le Doctrine Fixtures Bundle, qui lui est plus ou moins la même chose, mais juste en PHP. Et donc après, si vous voulez du contenu dynamique, vous pouvez importer la librairie Faker et le faire vous-même. La deuxième chose qui est importante dans un projet, ça va être de mettre en place des migrations. Le but d'une migration, en fait, ça va être de décrire l'évolution de votre base de données tout au long du début jusqu'à la fin de votre application. Donc dès qu'il va y avoir un changement, on va créer une nouvelle migration et décrire en fait, les changements de la base de données. L'intérêt de ça, en fait, c'est que, imaginons je récupère un dump de la base de données de prod d'il y a un mois et qu'entre-temps mon application a complètement changé, je vais quand même pouvoir réimporter ce dump et mettre à jour la base de données comme il faudrait.
Une migration, ça ressemble à ceci. Donc c'est juste un fichier PHP qui va être généré pour vous. Et donc c'est un nom avec la date actuelle et deux méthodes. Une première, c'est une méthode up, et une deuxième, c'est la down. Et donc en fait, on va juste décrire l'évolution de la base de données pour aller en avant et en arrière, si on veut annuler la migration. Ce qu'il faut savoir, c'est que la méthode down, elle est utilisée que quand on veut faire un rollback en général. Je suis un peu du même avis que Jérémy de Russet, qui dit « Moi, l'immigration, je fais jamais de down, je fais que des up ». Le problème, en fait, de faire des down, c'est qu'on va avoir plusieurs cas à gérer. Alors déjà, il va y avoir deux cas à gérer pour le déploiement, c'est-à-dire que ce sera un autre workflow que quand on déploie l'application. Il va falloir se connecter en production pour lui dire de faire un down. Un autre problème aussi, c'est qu'une fois que j'aurai fait mon down, ça veut dire que mes entités ne seront pas forcément à jour avec ma base de données. Donc ça peut poser des problèmes. Donc le plus simple, c'est juste dire, on va faire que des up. Comme ça, il n'y a qu'un seul process de déploiement, et l'application sera toujours comme il faut. Pour faire ça, il y a également un bundle de Doctrine, donc le Doctrine Migration Bundle. Et si jamais vous n'utilisez pas Doctrine ou donc pas l'ORM, vous pouvez utiliser un package qui s'appelle Finx, qui est maintenu par la communauté CakePHP, et qui fait plus ou moins la même chose, mais du coup sans Doctrine. Autre chose qu'il faut mettre dans une application pour que ce soit sympa et qui est surtout indispensable quand on veut une application fiable, ça va être mettre en place des tests. Ici, j'ai un exemple de test que je lance. Et maintenant, imaginons que je n'utilise pas Biat ou d'autres outils pour faire des tests, que je mets mes tests unitaires et mes tests fonctionnels avec PHP Unit. Ici, en fait, le problème, c'est que je ne peux pas différencier les tests unitaires des tests fonctionnels. Là, on voit que mes tests, ils mettent quasiment 8 secondes. Et donc, on ne peut pas en fait, juste lancer mes tests unitaires. Ce qu'on fait chez nous, en fait, c'est qu'on met en place, en fait, dans tous nos tests fonctionnels, on met juste une annotation, groupe fonctionnel, par exemple, ici. Ce qui fait qu'après, je peux lancer mes tests en excluant tous les tests qui ont ce groupe-là. Donc là, on peut voir que mes tests ils se lancent en 300 millisecondes. Et du coup, je n'ai pas besoin de me soucier de tous les tests fonctionnels pour faire ça. Et donc, on peut également lancer tous les tests fonctionnels en faisant juste le moins groupe fonctionnel pour lancer tous les tests fonctionnels. Donc là, ça fera que les tests fonctionnels. Donc là, on peut voir que ça dure par exemple 7 secondes et les autres, juste 300 millisecondes. Un bundle qui est super bien fait, c'est le Lib Functional Test Bundle, qui va vous permettre en fait d'ajouter plein de choses dans les tests dans Symfony. Donc, par exemple, ça va vous permettre de tester en fait facilement vos formulaires, charger des fixtures juste avant certains tests, ou tout simplement tester en fait votre application quand vous avez toute une partie de sécurité, assez facilement. Donc, je vous invite à aller voir le README pour plus d'informations. Donc, pour résumer, tout ce qui est indispensable, sans parler de Git, ça va être de mettre en place des fixtures pour votre base de données, donc que ce soit pour les devs ou pour les tests fonctionnels. Également des migrations pour gérer la maintenance et l'évolution de votre base de données, et faire en sorte que vos tests soient indépendants, rapides et séparés. Donc maintenant, venons au vif du sujet. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, les développeurs ils exécutent les mêmes tâches toute la journée et tous les jours. Que ce soit un composer install pour installer les dépendances PHP, lancer les tests fonctionnels ou les tests unitaires, faire du clear cache, lancer les migrations, installer les dépendances JS, etc., etc., etc. Donc il y a beaucoup de commandes qu'on fait tous, tout le temps. Et donc le but, en fait, ça va être d'automatiser un peu tout ça. Pour ça, on va utiliser un outil qui s'appelle Mech, ou GNU Mech, pour les puristes, qui existe depuis un peu plus de 40 ans, et qui est installé en fait par défaut sur tous les Mac et une grande partie des distribs Linux. Windows, c'est pas encore ça. Donc je considère que vous n'êtes pas sous Windows. Et du coup, en fait, le Makefile, le Mech, il va juste exécuter des instructions qui sont dans un fichier Makefile. Ces instructions, en fait, ça va ressembler à ça. On va avoir une ou plusieurs cibles, des prérequis et des recettes. Et donc le but du Makefile, ça va être de dire, je vais construire la cible en suivant les recettes. Donc en fait, Mech va se baser sur des fichiers pour savoir s'il doit construire ou non cette cible. Si la cible existe, il ne va rien faire. Si elle n'existe pas, on va exécuter ce qu'il y a dans les recettes.
Donc ici, j'ai un 5 exemples pour mon dossier vendor. Je vais lui dire construis-moi le dossier vendor. Pour ça, tu vas me faire un composer install. Ce qui fait que si je fais un make vendor, il va m'exécuter mes recettes et il va me faire mon composer install. Et si je lui redemande, il me dit c'est bon, tu as déjà le dossier, donc il est déjà à jour. Je ne l'ai pas exécuté. Maintenant, imaginons, je suis sur un projet sous Symfony 3 et j'ai une branche qui a le même projet mais sous Symfony 4. Donc si je switch de branche et que je fais mon make vendor, là il me dit toujours qu'il est à jour. Alors qu'il ne devrait pas, parce que je sais que d'un côté j'ai Symfony 3, de l'autre j'ai Symfony 4. Le composer.lock a changé, donc il devrait me retélécharger des dépendances. C'est là en fait que le prérequis il va être utile. Le but du prérequis, ça va être de dire je vais construire la cible, déjà si elle n'existe pas, ou alors si le prérequis est plus jeune que la cible. Ce qui fait que si je change mon makefile en lui disant juste vendor qui a comme prérequis le composer.lock et tu me lances le composer install, il va regarder si le composer.lock il est plus récent que le dossier vendor. Et là, vu que c'est le cas, vu que j'ai changé le branch avec Git, il a changé la date du fichier, ce qui fait que là, il va bien me faire mon installation des dépendances PHP. Donc ce qui est super intéressant, c'est qu'on va pouvoir mettre en fait de la logique dans notre makefile sur quoi jouer ou quoi ne pas jouer. En général, quand on arrive sur un projet, on va avoir un README avec plein de commandes. Donc là, j'ai mis un exemple de projet où on va lui dire d'installer les dépendances JS, de construire les assets, d'installer des dépendances PHP, etc., etc. C'est bien, mais c'est pas ouf. Parce qu'en fait, le problème, c'est que déjà, c'est dans un README, donc il faut le maintenir. On ne peut pas exécuter ce README-là, et c'est pas super simple. Donc idéalement, ce qui serait bien, ce serait de remplacer un peu tout ça par juste un make install, pour lui dire de m'installer mon projet. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est faire comme ce qu'on vient de voir, on va installer les vendors. Là, ce qu'on peut voir aussi, c'est que j'ai vendor qui dépend de composer.lock, mais le composer.lock, c'est aussi un fichier que je génère moi. Donc on va faire la même chose pour composer.lock, on va lui dire tu vas dépendre du composer JSON. Donc si le composer JSON il est plus récent que le composer.lock, je vais te mettre à jour. Ou alors s'il n'y a juste pas de composer.lock, je vais te créer. Et donc pour ça, ici, on peut faire par exemple un composer update. Et en fait, quand je vais faire un make vendor, c'est comme si je vais faire un make composer.lock et make vendor. Ce qui fait qu'il va même jouer les prérequis s'il y a besoin de les créer. Et donc on peut faire pareil pour les dépendances JS. Je vais lui dire de me créer un dossier note module qui lui va dépendre d'un yarn.log dans ce cas-là. Et donc il va me faire un yarn install. Et donc pareil, le yarn.log, en général, il va dépendre d'un package.json. Et donc là, on va lui dire juste de me mettre à jour le yarn.log en faisant un yarn upgrade. Une chose qui est apparue dans Symfony 4, c'est les .env. Ici, j'ai juste un exemple qui va exécuter du shell et qui va nous dire, en fait, déjà, si le fichier n'existe pas, je vais lancer ce script. Ou alors, si le .env.10 est plus jeune, je vais aussi le lancer. Donc si il n'existe pas, on va juste lui dire de faire un copier-coller, et c'est tout. Par contre, s'il existe, on va pouvoir dire au développeur, attention, la conf par défaut a changé, tu dois peut-être modifier ton .env. Donc après, c'est à vous de choisir si vous faites ça ou si vous faites juste on écrase le fichier comme les autres. Et du coup, ce qui permet d'éviter, un peu comme ce qu'Estelle disait tout à l'heure, il faut que je prévienne le développeur d'à côté pour lui dire j'ai mis à jour mon .dist, mon .env.dist. Ce qui fait que là, dans notre README, on a déjà fait, par exemple, les 3 premières commandes, le yarn install, le composer install et le .env. Par contre, on n'a toujours pas de make install, en fait. Donc là, on va créer notre make install. Donc on va créer une cible install qui aura comme prérequis le .env, le vendor et le note module. Par contre, la petite particularité de ce makefile-là, c'est que install, ce n'est pas un fichier qu'on veut créer. Donc là, il va falloir dire au makefile, tu considères qu'il faut jouer à chaque fois cette commande. Donc pour ça, on va juste lui dire un .funny du nom de la cible. Donc là, install. Ce qui fait que peu importe si je fais autant de make install que je veux, il ne va jamais me dire install up to date comme tout à l'heure avec le dossier vendor. À chaque fois, il va me l'exécuter. En fait, ce cas-là, il arrive souvent quand on va faire par exemple un make test et qu'on a déjà un dossier test. Là, ça peut poser problème. Donc pour continuer dans notre README, ce qu'on va faire, ça va être construire les assets. Donc pour ça, on va faire un yarn run dev. Et en fait, quand on va jouer ça, ce qui va se passer derrière, c'est qu'il va lancer Symfony encore
et Webpack. Webpack, lui, il existe dans le dossier Note Module, donc ce qu'on va dire, c'est que pour faire les assets, je vais avoir comme prérequis le dossier Note Module. Ce qui fait que je vais devoir créer ce dossier-là avant de lancer cette commande. On peut faire pareil pour la base de données. On va dire pour la base de données, je vais me faire un bin console doctrine database drop, create, doctrine migration migrate, puis un doctrine fixtures load. Pour faire tout ça, en fait, on va avoir besoin du point env qui va dire comment se connecter à la base de données, et également du dossier vendor pour jouer avec bin console. Il y a une petite particularité également dans ce Makefile-là, c'est qu'on peut voir des petits tirets avant les deux premiers bin console. En fait, dans Makefile, s'il y a une ligne qui échoue, donc qui retourne autre chose que 0, ça va s'arrêter. Et en fait, j'ai remarqué que quand on fait un database drop avec le ---- if exist, il plante quand même de temps en temps. Donc là, je lui ai juste dit, tu continues même si ça plante. Et voilà. Et donc la même chose, on n'attend pas à ce qu'il nous crée un fichier db ou asset. Donc on va le mettre dans le point .funny. Ce qui fait qu'en fait, on va pouvoir simplifier notre make install. Plutôt que de lui dire, je veux le point env, le dossier vendor et le dossier note module, je vais lui dire, je veux que tu me fasses asset et db, sachant qu'eux ont déjà le point env, le dossier vendor et le dossier note module. Et donc après, si on a d'autres commandes custom à jouer dans le make install, on peut les mettre dans la recette. Ce qui fait que là, on a remplacé tout notre readme. Toutes les commandes sont jouées dans le makefile. Et donc l'avantage, on n'a plus besoin de faire de copier-coller dans le readme, on n'a plus besoin de maintenir le readme, et c'est automatique. Si on le rejoue plusieurs fois, il va jouer que les commandes qu'il faut. Maintenant, il manque quand même un petit truc, c'est que le makefile il est quand même un peu compliqué et on ne sait pas forcément quelle commande jouer. Est-ce que je dois moi-même jouer un make vendor? Est-ce que je dois faire un make node modules? Ou est-ce que j'ai juste à faire un make install? Ou alors, est-ce que je peux jouer le make db? Ça, on ne sait pas vraiment. Donc ce qu'on peut faire, c'est juste ajouter de la documentation. Donc là, ce que j'ai fait, c'est j'ai découpé en plusieurs parties. Par exemple, j'ai mis des ---- project pour les commandes en début. Ensuite, j'ai fait un utils. Et devant certaines cibles, j'ai mis aussi de la documentation en faisant ---- et une description. Et donc ça, on va le faire un peu partout dans notre makefile. Donc là, je vous ai juste mis un exemple de makefile un peu plus complet. Donc ça, c'est bien aussi, mais on peut encore faire mieux. Le but, ça va être de dire, en fait, plutôt qu'à chaque fois aller lire ce fichier-là, on va demander à ce que make nous affiche toutes ces informations-là. Donc ce qu'on peut faire, c'est une nouvelle cible qu'on va appeler help, qui, elle, en fait, va juste faire un grep de tous ces ---- quelque chose, et les afficher dans le terminal. Donc pareil, on n'attend pas à ce qu'il nous crée un fichier help, donc on va le mettre dans le point .funny. Et une nouveauté ici, c'est qu'on dit, je vais créer une variable .defaultGoal qui va être help. Ce qui fait que quand je vais juste taper make, c'est comme si j'allais taper make help. Donc à chaque fois, il va m'afficher la documentation. Ce qui fait que quand je vais le lancer moi-même, je vais avoir quelque chose comme ça. Donc là, directement, je vais savoir en fait quelle commande je vais pouvoir jouer. Je vais pouvoir faire un make install pour lancer le projet, make reset si je change de branche par exemple, ou alors make db, make migration, etc., etc., etc. Ce qui fait que c'est un peu plus sympa que juste le readme, c'est plus sexy, et on peut l'exécuter directement sans faire de copier-coller. Pour résumer, du coup, le makefile, en fait, ça va surtout être utile pour automatiser en fait, toutes les commandes et éviter de lancer des commandes inutiles. Et il faut vraiment que ce soit considéré comme de la documentation par les développeurs. C'est comme ça en fait, que vous allez comprendre quelles commandes doivent être exécutées pour faire vos choses, donc installer le projet, ou etc., etc. Donc notre readme il va ressembler plus ou moins à ça maintenant, mais il y a quand même une petite chose moi, qui me chagrine, c'est ici on lui dit bon, ben maintenant tu peux faire un bin console server run pour lancer le projet, ou alors tu configures ton Apache, ton Nginx, et potentiellement il faut que tu aies telle version de PHP, etc., etc. Donc c'est là en fait que Docker va entrer en jeu. Le but de Docker, en fait, ça va être d'ignorer complètement la stack du développeur, peu importe s'il est sous PHP 5, PHP 7 ou quoi que ce soit. Ça va être le projet qui va décrire en fait quelle version il a besoin et comment lancer l'application. Donc pour ça, on va utiliser deux choses. Donc Docker, qui lui va gérer directement les containers. Mais nous, en fait, on va plus jouer avec Docker Compose. Docker Compose, c'est la même chose que Docker, sauf qu'il va nous permettre de décrire un fichier pour lancer plusieurs containers d'un coup avec de la configuration.
Donc dans notre projet, on va rajouter un docker compose.yaml qui lui va contenir en fait plusieurs choses. Là, on a une liste de services. On a database, HTTP, PHP et Node. Donc ça, c'est des containers qu'il va lancer. Et on partage aussi notre code source via des volumes. Donc là, par exemple, dans PHP, je lui dis, tu vas me partager le dossier courant dans /srv. Pour les deux premières images, les deux premiers services, database et HTTP, on va directement utiliser des images Docker. Ces images-là, en fait, elles viennent du Docker Hub, qui est en gros le packagist, mais pour Docker. Et donc ça va nous télécharger des images directement pour Nginx, pour MySQL, ou tous les logiciels en fait, qui sont plus ou moins mainstream. Et en fait, toutes ces images-là sont gérées par l'équipe de Docker. Et donc il faut vraiment aller voir leur doc, voir comment on les utilise. Par contre, pour les images, enfin pour les containers PHP et Node, là on va lui dire de construire nos images. Parce qu'on va devoir configurer les images du container pour lui dire je veux telle version de telle librairie, ou alors utiliser telle version de PHP. Donc là, on a un exemple tout simple de Dockerfile, où on va lui dire, tu pars de PHP 7.2 FPM sous Alpine, et ensuite tu m'installes tout ce dont j'ai besoin. Donc là, on va lui dire, j'ai besoin d'APCU, j'ai besoin de INTL, de zip, de composer, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment le minimum qu'on a besoin. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce fichier-là, en fait, il va être utile pour essayer d'être isoprod. Donc le but, c'est qu'on utilise les mêmes versions qu'en production. Après, en général, sur la production, si vous ne faites pas du Docker, vous allez potentiellement être sous une Debian ou autre. À vous de voir si vous faites exactement pareil pour le dev, ou si vous utilisez juste les mêmes versions et faites des images un peu optimisées avec de l'Alpine ou autre. Le problème de ces images-là, en fait, en général, on va dire dans 95% des cas, si on fait juste ça et qu'on lance par exemple un composer install, il va nous dire attention, tu lances Composer en route. Ce qui fait que si je regarde après moi mes fichiers du projet, on peut voir que mon dossier vendor, il a été créé par root avec le groupe root. En général, ça c'est pas bon parce que du coup, je peux plus supprimer ce dossier-là, je peux plus rien faire avec. Pour gérer ce cas-là, en fait, ce qu'on a fait chez nous, c'est qu'on a fait en sorte de lire l'UID et le GID du dossier courant. Et ensuite, on a utilisé un outil gosu, qui est l'équivalent de sudo ou su, pour lancer des commandes avec cet utilisateur-là. Donc ce qu'on fait, on installe juste su exec, c'est l'équivalent en fait de gosu mais en C. On crée un groupe, on crée un utilisateur, et on ajoute notre script. Et donc dans ce script-là, en fait, on va juste faire ce que je viens de dire, on va récupérer l'UID du dossier où il y a le code source, le GID où il y a le code source. Si c'est 0, donc c'est root, on ne fait rien de plus. Par contre, si c'est autre chose, là, on va changer la configuration. On va dire, bon, ben maintenant, mon nouvel utilisateur, tu vas prendre cet UID, le groupe, tu vas prendre ce GID, et après, on va lancer les commandes avec ces infos-là. Ce qui fait que, après, on n'a plus de problème de permission. Et donc, pour Node, on fait juste la même chose, on n'a pas besoin d'ajouter plus de trucs dedans. Vu que par défaut, il y a déjà NPM ou Yarn, on n'a pas besoin de customiser l'image plus que ça. Ce qui fait qu'on va pouvoir supprimer cette partie du README. Par contre, il va quand même falloir l'inclure dans le make install. Donc ici, on a juste créé une variable Docker Compose et on l'utilise un peu partout. Donc les deux cibles principales, ça va être la cible build, qui va nous permettre de télécharger nos images custom, donc PHP et Node, et la cible start, qu'on a modifiée, et on a rajouté, en fait, la cible start, pardon, c'est juste pour, du coup, lancer les containers avec Docker Compose. Et donc après, on peut faire des commandes un peu utiles, comme le kill, reset ou stop. Par contre, il y a toujours un problème, c'est que là, on a juste lancé des containers, mais le composer install, il se fait toujours sur ma machine. Donc ce qu'on peut faire, c'est créer des variables exec.php et exec.js qui vont, eux, utiliser notre container, donc ici le container PHP et le container Node, et ensuite faire des variables pour chaque outil. Par exemple, Symfony, je vais lui dire, tu vas appeler le exec.php, puis bin console. Pareil pour Composer, et pour le Yarn, je vais faire un exec.js Yarn. Ce qui fait que quand je vais faire appel à ces variables-là, ça va exécuter ces commandes-là, mais dans le container. Et donc après, on a juste à changer nos cibles et remplacer avec les variables pour jouer ces commandes-là en fait dans notre container. Donc là, plutôt que de faire un bin console, au final, ça va faire un docker compose exec-t php entry point bin console, la commande qu'on veut faire. Ce qui fait que là, tout va passer en fait dans des containers. Et donc là, au final, notre README, il a juste vraiment à faire un make install et tout se fait
dans des containers Docker. Une petite particularité aussi des containers, c'est qu'il faut un peu considérer ça comme si vous avez un autre PC. Ce PC-là, il va avoir une autre IP, et donc c'est pas aussi simple d'accéder à ça qu'en faisant juste un localhost. On pourrait en partageant les ports, mais si on a plusieurs projets, ça devient vite galère. Donc ce qu'on fait chez nous, en fait, c'est qu'on utilise plusieurs projets. Le plus simple, à mon sens, c'est le Docker Host Manager, qui est un projet en PHP, qui lui, en fait, va juste regarder quand un nouveau container se lance. Dès qu'il y en a un nouveau, on va éditer le etc host, ce qui fait qu'on peut aller sur une URL et ça va taper directement sur notre container. Le deuxième, c'est juste un DNS mask qui va faire en sorte que dès qu'on va taper sur un domaine container.docker, par exemple, ça va aller sur la bonne IP. Et donc après, je vous invite à aller voir les readme de chaque projet. Pour résumer, du coup, Docker, ça va nous permettre en fait de lancer et installer notre projet rapidement, d'être isoprod pour chacun de nos développeurs, qu'on a exactement tous les mêmes versions des librairies ou de PHP ou de Nginx, et aussi d'automatiser en fait tout le processus. Vu qu'on a un peu automatisé tout, ce qui serait bien, ce serait de mettre de l'intégration continue. Donc pour ça, en fait, moi j'ai choisi ici GitLab, parce que c'est open source, c'est sympa et ça marche bien. Mais en fait, vous allez pouvoir l'utiliser un peu partout, sur Travis, sur CircleCI, vu qu'en fait, on va juste jouer avec un Makefile et Docker. Donc la conf, là, on a juste créé un .gitlabci.yaml avec un peu de choses dedans. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que par défaut, chaque job, donc les jobs, c'est unit test et functional test, ils vont être joués dans un container Docker. Donc ce container-là, je lui précise l'image, en fait, je lui dis, tu vas me lancer un container basé sur mykiwi/docker, qui en fait est juste une image Docker avec en plus de quoi lancer les Makefiles et Docker Compose. Ensuite, la petite particularité aussi, c'est que vu qu'on lance un container dans un container, il faut faire en sorte que ce soit possible. Et pour ça, en fait, les équipes de Docker ont fait un container, c'est Docker dind, donc c'est Docker in Docker. Et donc on peut lancer autant de containers dans d'autres containers. Donc ça fait un peu Inception. Mais voilà. Et du coup, en fait, ce qu'on a juste à faire, c'est créer nos scripts. Donc là, on va juste dire, tu vas me lancer makestart, puis maketu pour lancer les tests unitaires, makestart, makeTF pour lancer les tests fonctionnels. Donc ça, c'est les mêmes commandes en fait, qu'on peut lancer sur notre machine. C'est exactement ce que va faire la CI. Par contre, quand on lance ça, en fait, on va avoir un petit problème, c'est qu'on peut voir que ça dure environ 3 minutes, alors que j'ai quasiment rien dans mon projet. Donc c'est un peu lent. Ce qu'il faut savoir, en fait, ce qui se passe derrière, c'est qu'il va télécharger en fait, les images Docker à chaque fois, il va construire nos images Docker custom, donc PHP et Node à chaque fois, et il va installer les dépendances PHP, les dépendances JS potentiellement, et lancer nos tests. Donc ce qu'on peut faire en fait, pour optimiser ça, ça va être de lui dire de ne pas builder nos images à chaque fois. Donc on va faire en sorte d'exécuter des scripts sur chacun de nos jobs. Donc là, on va lui dire, par exemple, tu vas connecter Docker à un Docker Registry, et ensuite, tu vas me télécharger les images custom. Donc ici, c'est PHP et Node. Et ensuite, ça, je vais l'ajouter avant chacun de mes jobs. Donc ici, sur le test fonctionnel, test unitaire, et la nouvelle étape. Et donc, par contre, la nouvelle étape, ça va être de dire, je vais construire ces images-là, et je vais les pusher sur le registry, pour que ça marche vraiment. Donc ici, je vais construire mon image PHP et mon image Node, et je vais la push sur le registry. Donc ça, on le fait que sur master, pour éviter qu'il y ait des pushes de n'importe quelle branche. Une petite particularité aussi qu'il y a ici, c'est qu'on a une variable d'environnement composeFile, qui est là en fait pour dire, je vais me baser sur le fichier dockercompose.yaml, mais je vais aussi me baser sur le fichier dockercompose.gitlabci.yaml. C'est un peu comme la configuration de Symfony, on peut surcharger des choses. Et donc là, j'ai surchargé 2-3 choses. Donc pour les services PHP et Node, je lui ai juste dit, l'image que tu vas me construire, tu vas l'appeler de telle manière. Et pour construire mon image, tu vas utiliser ce cache-là. Et en fait, ça va juste mettre le nom du registry, donc là c'est gitlab.com, suivi du projet, et du nom que vous voulez. Ce qui fait qu'on passe de 3 minutes à 1 minute 30 à peu près. Donc c'est plutôt bien. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si vous utilisez une autre CI ou que vous n'avez juste pas de Docker Registry, plutôt que de faire un push et un pull, vous pouvez faire la même chose avec un export et un load.
La seule différence, c'est que plutôt que d'envoyer sur un serveur externe votre image, ça va créer un fichier local, et donc vous allez pouvoir le sauvegarder en cache et le réimporter en faisant un load. Par exemple, sur CircleCI, ça peut être utile. Donc là, j'ai parlé juste de tests fonctionnels et de tests unitaires, mais on peut faire beaucoup d'autres choses dans la CI. Donc on peut vérifier par exemple le code style, que ce soit pour PHP, Twig ou JS, vérifier s'il n'y a pas des erreurs de syntaxe dans les fichiers PHP, Twig ou YAML. Comme disait Fabien, on peut aussi vérifier s'il y a des problèmes de sécurité dans nos dépendances, donc que ce soit pour PHP ou JS. Quelque chose qui est important, c'est quand on joue avec des migrations, il faut aussi s'assurer que les migrations soient bien à jour avec notre modèle. Il ne faut pas que quand je vais déployer, notre modèle de la base de données ne soit pas synchronisé avec la base de données. Ce qui fait qu'on va avoir des erreurs en fait SQL. Donc là, on peut le vérifier ici. Et après, on peut faire des petits trucs sympas, comme détecter s'il y a du code mort, du code copier-coller, faire des stats ou afficher le code coverage. Je vous ai mis quelques images Docker, allez voir. Donc il y en a deux, la principale c'est Jollycode Faudit ou MyKiwi Faudit. La seule différence c'est que celle de Jollycode est restée sur 5.6 et du coup j'ai mis la même chose mais pour 7, PHP 7. Et en fait dans ces images-là il y a plein d'outils, PHP log, PHP depend, PHP mess detector, etc. qu'on va utiliser en fait directement dans notre CI. Donc pour résumer, l'intégration continue, ça va surtout être utile en fait pour être au courant des erreurs le plus tôt possible. Faire en sorte que notre code soit uniforme, qu'il y ait toujours le même style, et avoir de la visibilité en fait sur notre projet, sur l'état de vie du projet. Maintenant qu'on a ça, en fait, ce qui serait bien, ce serait aussi de déployer notre application automatiquement, vu qu'on a déjà une CI. Donc il y a Zach Holman qui a fait un super article de blog qui disait « Vos déploiements doivent être aussi inintéressants, directs et sans stress que possible. » Donc pour le déployer, il y a plein d'outils. Ansible, Envoyeur, on peut faire avec Git, Capistrano, Kubernetes, Docker Swarm. Idéalement, je vous recommanderais de faire du Helm et du Kubernetes, ou alors, si vous ne voulez pas vous soucier de ça, faire du Sensio Cloud. Mais dans cet exemple-là, en fait, je vais juste vous parler de Capistrano, et on va dire, par exemple, la branche master, ça va être ma production, et la branche develop, ça va être mon staging. Capistrano, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est du Ruby, donc on ne va pas s'attendre à ce que le développeur installe Ruby, ou que la CI ait Ruby également. Donc on va tout mettre dans Docker. Donc c'est comme tout à l'heure, on partage notre code source, mais la seule particularité, c'est qu'on va aussi partager nos clés SSH, pour faire en sorte qu'ils puissent se connecter sur les serveurs. Donc là, c'est comme tout à l'heure, je crée mon image basée sur Ruby, j'ajoute make, de quoi faire du SSH, et de quoi gérer les permissions comme il faut. Et ensuite, j'installe tout ce qu'il faut pour Capistrano. Donc là, on va lancer dans le container un bundle init, ensuite un bundle add Capistrano Symfony, et un bundle exec cap install. À la fin, on va se retrouver en fait avec ça en plus dans notre projet, donc plusieurs fichiers, mais les plus importants en fait, ça va être juste le config deploy.rb qui va décrire toutes les commandes à exécuter, donc lancer les migrations, installer les vendors, etc., etc. Et les deux autres fichiers importants, ça va être le config deploy production.rb ou config deploy staging.rb. Ici, en fait, on va juste spécifier les IP des serveurs sur lesquels envoyer notre code source et à quel endroit, en fait, sur le serveur, installer le projet. Une fois qu'on a fait ça, on peut du coup faire des cibles en plus dans notre makefile et juste faire un deploy staging ou deploy prod qui vont exécuter notre container et juste faire un cap staging deploy ou cap production deploy. Et donc pour aller encore plus loin, du coup la CI, on va lui dire, dès que tu es sur la branche develop et que tout se passe bien avant, tu vas me faire un make deploy staging. Et pareil pour le master, si tout s'est bien passé, tu me fais un make deploy prod. Ce qui fait que ça va automatiquement mettre à jour votre site. Donc pour résumer, en fait, le but du déploiement continu, ça va être en fait d'automatiser tout ce processus, d'éviter les erreurs humaines, parce que ça arrive assez souvent, et faire en sorte de ne plus être stressé et que ce soit assez simple, que n'importe qui puisse le faire. Donc pour conclure, je vous conseille d'automatiser un maximum de choses pour vraiment vous focaliser sur votre code et que sur votre code métier, pas sur le reste. Je vous ai mis quelques liens
que vous pourrez aller voir quand je partagerai mes slides, qui parle un peu de tout ce qu'on a vu. Et le code source sera disponible en fait sur GitHub. Donc vous pourrez voir tout ce qu'on met dans une CI, le makefile final. Et donc si vous avez bien aimé le talk, vous pouvez faire une petite star, ça me fera plaisir. Si vous avez des outils dont je n'ai pas parlé, n'hésitez pas à venir me parler et on en discutera. Merci de m'avoir écouté. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que sur les projets que tu as utilisés, il y en avait avec des DevOps qui dit vous n'avez pas le droit de run les migrations sur les environnements de pré-prod ou de prod, et que du coup, tu ne peux pas utiliser Doctrine migration pour faire ça? Pourquoi ils nous diraient qu'on n'a pas le droit? Parce qu'ils ne veulent pas que les développeurs puissent exécuter des requêtes sans qu'eux aient pu les vérifier avant, ou que quand les leads lancent les déploiements, ça exécute les migrations. Personnellement, non. J'ai jamais vu ça. Mais du coup, ouais, c'est à voir après avec le processus de déploiement, si eux doivent vraiment valider ça, qui passent du coup, qui regardent, enfin, qui fassent de la code review limite des migrations pour valider ce que vous faites. Mais j'ai jamais eu ce cas-là, ouais. Ok. Merci. Alors, bonjour, merci pour la présentation. Moi, j'avais une question par rapport à l'utilisation de Docker. Ouais. Quand je l'utilisais sur un système comme Linux, je n'avais pas remarqué une certaine lenteur que j'ai maintenant par rapport à mon Docker que j'utilise sur un Mac. Ouais. Est-ce que tu as eu ce même cas de figure où le type de montage, par exemple, au lieu d'utiliser le NFS, Ouais. t'as fait remarquer qu'il y avait une certaine lenteur sur le Docker. Et Alors, s'il y a eu, comment tu as pu résoudre ce problème? Merci. En fait, Docker, c'est très rapide sous Linux vu que c'est natif, donc on voit pas de différence. Par contre, dès qu'on va être sous Mac ou Windows, il va y avoir une VM derrière. Et donc chez nous, ce qu'on faisait, c'était un outil, c'était Docker NFS Machine, Docker Machine NFS, qui allait nous créer une nouvelle VM et créer une VM. Donc on utilisait Docker Machine pour créer une VM, et ensuite on faisait un Docker Machine NFS pour transformer cette VM et utiliser le NFS pour que ce soit plus rapide. Et honnêtement, moi j'avais pas de... Enfin, je faisais des projets Symfony 2, ça faisait dans les 30-60 millisecondes, j'avais pas de problème de performance. Donc je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais... Ouais. Oui, disons oui. Merci. Bonjour, merci pour le talk. C'est aussi en rapport avec la migration. Ouais. Par exemple, en prod, si on a une base vraiment énorme, c'est pas forcément possible de run tout simplement une migration qui fera juste un alter tout bête. On utilise plutôt des outils comme Percona ou des trucs comme ça. Mais en conditions réelles, est-ce que vous pouvez les run sans problème? Ouais. Ouais, d'accord. Moi, j'ai jamais eu de soucis avec les migrations, ouais, donc on pourra peut-être en discuter après, mais pas à ma connaissance. Bon, d'accord. Juste devant. Bonjour. Pour le coup, c'est pour le même sujet. Par rapport à une migration sur une base de données qui fait plusieurs téraoctets avec juste une table avec 10 champs, mais qui comporte des milliers et des milliers de lignes, franchement, faire un letter table, c'est très long. Éventuellement, ça lock la table parce qu'on est sur du MySQL, on n'est pas sur quelque chose qui est redondé correctement. Et sur ce genre de choses, je ne vois pas comment Doctrine Migration pourrait faire pour que ce soit efficace. Moi non plus, du coup. Voilà. Donc pas possible en prod sur une grosse base de données legacy, ou même qu'on migre, même ce soit... Enfin, Symfony 4, ça n'empêche pas d'utiliser une base de données legacy. Donc là, c'est problématique. Ok.
Désolé. Je vais continuer sur le même sujet, mais apporter une réponse. Vous pouvez utiliser un outil comme GHHost qui a été développé par GitHub, qui permet d'avoir votre table et votre table N+1, on va dire, et vous allez être capable de migrer vos datas de l'une vers l'autre, et ça vous permet de ne pas exécuter les migrations quand vous déployez, quoi. Vous avez vraiment les deux schémas qui vivent côte à côte et un système qui synchronise les datas entre les deux. Et vous pouvez choisir d'utiliser l'un ou l'autre. Voilà. Merci pour les infos. Du coup, je vais rajouter un morceau aussi. Quitte à parler migration, bon, moi, je vais parler un outil, je vais me faire insulter. Mais j'ai pas mal bossé avec Laravel et les migrations, c'est par défaut. Nous, on se pose pas de questions. C'est forcément comme ça que ça se passe. Et on fait pas d'alter table. En fait, il te duplique les datas sur une autre table. Tu modifies l'autre table avec ou sans les datas, etc. Et après, il remplace et il supprime. Et il fait pas comme ça. Mais en même temps, dans les migrations, on n'a pas de SQL directement comme ça. Ça passe forcément par une étape d'ORM. Voilà, on se reverra après pour en discuter. Mais sur les migrations, il y a plein d'outils qui existent et qui sont peut-être plus performants que celui-là. Allô ? Non, parce que les migrations, merde. Bon. Non, merci pour cette conf. Il y a eu des trucs intéressants que j'ai appris. Je me posais une question par rapport à cet outillage que vous avez aujourd'hui et par rapport à ce Makefile qui, je ne sais pas qui utilise aujourd'hui ou pas des Makefile. Je sais qu'il y a eu des débats là-dessus. Donc ça peut peut-être paraître un petit peu nouveau ou ardu pour certains développeurs. Peut-être qu'il y a eu du mal pour certains, d'autres qui ont vite adhéré. Et la question que je me pose, du coup, parmi tous les projets que vous faites, etc., et je pense qu'il y en a beaucoup, est-ce que vous avez aujourd'hui le Makefile un peu type, un espèce de template de Makefile qui est utilisé et que vous adaptez par rapport aux besoins? Donc c'est celui-là. Voilà, il faut que tu réponds à ma question. Très bien. Mais ouais, en fait, on a surtout des problèmes avec le Makefile quand un développeur est sous Windows. S'il n'est pas sous Windows, il n'y aura pas de problème. Une dernière question? Ou complément d'infos sur l'immigration? Oui, alors pour les migrations, en fait. Non, je déconne. Bon, c'était juste pour dire, je connais Romain, on a travaillé ensemble. Bravo pour ta première présentation. Donc, merci. On pourrait l'applaudir bien fort. Ouais.